Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal tout en images, au sommaire de ce mardi 16 juin. Faut-il s'attendre à une baisse des prix des carburants à la pompe? La signature d'un accord entre l'Iran et les États-Unis est de nature à rassurer les marchés. D'ailleurs, le cours du baril de pétrole chute fortement depuis hier. On en parle dès le début de ce journal. À la une aussi de l'actualité, la météo dans votre poche, c'est possible grâce à l'application Febo. Ce projet martiniquais permet de partager en temps réel les conditions météorologiques observées par ses utilisateurs et vous pourriez bien l'adopter à quelques semaines des grandes vacances. Sur les marchés mondiaux, le pétrole réagit immédiatement aux équilibres géopolitiques. La reprise des discussions et la diminution des tensions entre l'Iran et les États-Unis ont contribué à rassurer les marchés, entraînant un recul progressif du prix du baril. Une dynamique encore fragile, mais suffisante pour relancer les anticipations d'une baisse des carburants dans les territoires ultramarins. En Martinique, les prix à la pompe dépendent directement de ces fluctuations internationales, auxquelles s'ajoutent les coûts du transport, de stockage et de distribution. Au cœur de ce système, la SARA, maillon central de l'approvisionnement énergétique des Antilles françaises, œuvre pour anticiper les coûts de la guerre. Bon, le fait qu'il y ait eu un traité de paix annoncé, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, comme il y a eu 40 annonces de la même façon depuis 2 mois, je pense par contre qu'on va dans le bon sens. On assiste déjà à une diminution du prix des cotations internationales, donc ça devrait aller dans le bon sens au niveau du prix des carburants, puisqu'au niveau de la rupture, on n'a pas eu à faire face à ce type de problématique, ça c'est déjà une bonne nouvelle. C'était surtout une problématique de prix. Là, les prix devraient revenir à quelque chose de plus normal. Un rôle discret mais essentiel qui garantit la continuité énergétique de l'archipel. Si la détente internationale se confirme, la baisse des cours pourrait progressivement se répercuter à la pompe dans les prochaines semaines. Mais les acteurs du secteur restent prudents. Sur le marché du pétrole, la stabilité reste souvent aussi volatile que le baril lui-même. L'ADOM, l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, inaugure ses nouveaux locaux au Lamentin, un espace pensé pour accompagner au plus près les jeunes martiniquais contraints de quitter l'île afin de poursuivre leurs études ou leur formation. Objectif, affirmer l'engagement de l'État pour une véritable continuité territoriale. J'ai souhaité, avec mes équipes, que ces locaux soient à la hauteur de l'ambition de l'ADOM, qui est celle de servir les Martiniquaises, les Martiniquais pour leurs besoins en mobilité. Lorsqu'ils ne peuvent pas étudier ici, l'ADOM sera là, et donc l'État est là, puisqu'on est un opérateur de l'État. Lorsqu'ils souhaitent se former, l'ADOM sera là, et donc l'État est là pour les aider. Notre ambition collective, et c'est pour ça qu'on avait toutes ces personnes ici réunies, c'est de faire en sorte que l'ambition pour la Martinique puisse se réaliser aussi au travers des dispositifs de l'État que propose l'ADOM, et que donc il n'y ait pas de discrimination au fait d'être éloigné de centres de formation, de centres universitaires. L'État est là pour rétablir cette égalité des chances, cette équité territoriale. Pour ceux qui portent en formation professionnelle, la prise en charge elle est totale. C'est-à-dire qu'on prend en charge la totalité du billet d'avion, tous les ans jusqu'à la fin des études, la totalité du billet d'avion pour ceux qui partent en formation. Donc l'impact de l'augmentation du prix des billets n'existe pas. Pour ceux qui passent par les services de l'ADOM, c'est l'État qui prend en charge cet impact-là. Et donc nous, on souhaite évidemment qu'il y ait de la mobilité lorsque la formation universitaire ou continue n'existe pas sur le territoire. Cette mobilité, elle peut se faire dans les pays de la zone, elle peut se faire dans d'autres départements, régions d'outre-mer, elle peut se faire en hexagone en fonction des besoins. Le monde du handball martiniquais est en deuil. José Blaisès, ancien entraîneur et président de l'USC Citron, mais aussi ancien président de la Ligue de handball, s'est éteint hier à l'âge de 67 ans. L'homme, très engagé dans la vie associative, était aussi conseiller municipal à la ville de Fort-de-France. Parmi les nombreux hommages qui lui sont rendus aujourd'hui, écoutez celui de Daniel Nizas. José, tout d'abord, c'était un ami. Dans le monde du sport, on découvre des gens, on les côtoie et par la suite, on arrive à avoir certaines acquaintances. On peut s'entendre, ne pas s'entendre, mais avec José, nous avons tout d'abord été dans le même club puisqu'il était à l'USC Citron et pendant des années, j'ai entraîné et joué à l'USC Citron. Et par la suite, il était parti à l'Étoile de Gondot, il a fait les beaux jeux de l'Étoile de Gondot puisqu'il a été champion. Il a été aussi à l'Aiglon. Et il est ensuite revenu à l'USC Citron. Il s'est présenté
au moins 3 fois en la Ligue de handball, alors que moi aussi, on pourrait dire qu'on était un peu des adversaires. Mais on était des adversaires amis parce que lorsque nous avions terminé l'élection de la Ligue, José m'a appelé le lendemain ou la semaine me disait, bon maintenant, l'élection est terminée, qu'est-ce qu'on fait pour le handball martiniquais? C'est un passionné. C'est un passionné non seulement pour le handball, hein, parce qu'il a défendu énormément le handball, mais un passionné pour son quartier, pour la ville, pour la Martinique. Parce que je crois que jusqu'à ces derniers moments, il écrivait pour défendre sa ville. Mais je crois aussi que ce qui est important, c'est le travail qu'il a fait au niveau de cette jeunesse martiniquaise, qu'on ne va peut-être pas retenir, parce qu'il a permis à beaucoup de jeunes de sortir de la rue. Il a permis à des jeunes, parce que non seulement dans le sport, mais aussi au niveau associatif, mais aussi dans le monde professionnel, il était dans l'école de la seconde chance. Donc il a permis à des jeunes aussi de se retrouver. À l'aube de la saison cyclonique, une nouvelle application locale s'impose comme une bouffée d'air frais dans le paysage numérique. Imaginez une météo en temps réel, collaborative, accessible directement depuis votre poche. C'est l'idée portée par Jessica Ambroisine, qui a imaginé une météo pensée pour les réalités climatiques de la Martinique et de la Caraïbe. Quelqu'un a été aux Salines, en tout cas quelqu'un aura pu montrer, et puis il y a des photos. Les photos permettent aussi de voir les conditions, de comprendre au-delà des pictos qui sont choisis par l'utilisateur au moment de la contribution, il y a quand même la possibilité de partager jusqu'à 3 photos, ce qui permet d'avoir une vue quand même précise des conditions. Et l'ambition ne s'arrête pas aux frontières de l'île. À terme, l'application veut s'étendre à l'ensemble de la Caraïbe grâce à un système de géolocalisation permettant une lecture météo ultra précise, territoire par territoire. Le type de la géolocalisation, c'est mondial. Donc il y a quelques utilisateurs pendant leurs vacances en Europe ou ailleurs qui ont déjà pu contribuer. Après, l'idée, c'est que ce soit quand même communautaire. Donc en fait, par territoire, il faut qu'il y ait suffisamment de monde pour que ça fasse sens. Pour le moment, on est sur un développement en Martinique. Nous sommes de la Martinique, donc on commence chez nous, mais l'idée c'est de s'étendre vers la Caraïbe en particulier, puisque les îles qui sont proches de nous sont soumises à peu près aux mêmes contraintes que nous. Cette application est bien martiniquaise, conçue sur mesure pour le territoire. Pour relever le défi technologique et garantir une adaptation fine aux usages locaux, le développement a été confié à Sébastien Valéry et ses équipes. Derrière Flebo se cache une équipe de deux graphistes, un UX designer, 2 développeurs. Le plus gros défi était de vraiment mettre, hormis tout ce qui est fonctionnalité, de mettre tout ce qui est légal dans cette application pour qu'elle soit validée facilement auprès des stores. Un projet qui s'inscrit aussi dans une dynamique de coopération avec Météo France. Pour l'institution, cette approche participative vient compléter les outils existants et pourrait renforcer l'anticipation des phénomènes climatiques sur le territoire. Très positif en fait, de plus en plus on s'intéresse à l'observation participative, c'est-à-dire le fait qu'on puisse enrichir nos propres observations d'observations qualifiées, c'est-à-dire pour lesquelles on a plutôt confiance. Ça, voilà, c'est à la fois pour les questions opérationnelles, mais c'est aussi pour des études et revenir sur des situations antérieures. La question d'observation par des acteurs citoyens vient enrichir en fait les informations météorologiques. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de difficulté. Une application entièrement gratuite pour les utilisateurs, mais dont le développement représente déjà près de 30 000 € d'investissement. Un pari technologique et collectif qui mise sur un principe simple, la météo la plus fiable, c'est aussi celle que l'on partage. Deux expositions en une. Il y a une exposition photographique où on va montrer aux gens un petit peu le gigantisme de certaines épaves, à quoi ressemble une épave sous la mer. Par exemple, elle va se couvrir de coraux, hein, ça va devenir un récif artificiel. Et le gigantisme part ici, la taille ici de la proue du Roraima. Vous avez l'échelle avec les plongeurs. On passe par exemple à cette épave-là, qui elle est une épave qui a été coulée volontairement, qui s'appelle le Naoun. Elle est énormément connue du côté des plongeurs, parce qu'il y a des plongeurs du monde entier qui viennent plonger sur cette épave. C'est un récif artificiel aussi qui a été coulé en 1993. Ici par exemple on est sur un récif au large du Vauclin et cette partie ici est connue des pêcheurs puisqu'elle sort dessus la surface.
Mais en dessous, c'est très peu connu. Parce que ça, c'est en fait la machine de ce bateau, qui est le Mississippi. Et ici, vous avez l'ensemble de la machine vue sous l'eau et sous la surface. Et ici, une hélice qui a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça, qui est très peu connue des plongeurs en fait, et qui est posée sur le récif. 2 manches de sec qui ont été découverts sur le site archéologique sont estampillés Versailles. Donc on a su tout de suite que c'était un bateau français déjà, et donc dans les archives on a pu réduire ce temps de recherche à une période bien précise, puisqu'on sait que Versailles fabriquait des armes de 1793 à 1818. On a aussi essayé de faire passer une certaine émotion, que ce soit dans les images, mais aussi dans les objets. Parce que ces objets sont par exemple des fragments d'histoire, des éclats d'histoire, qui font partie de la grande histoire et de notre histoire. Et on voulait susciter donc cette émotion à travers un regard différent parfois, où on se met à la place des gens qui ont découvert quelque chose sous la mer de plusieurs siècles, et on veut vite savoir que faisait ce bateau ici, pourquoi il est venu à la Martinique, que transportait-il, et toutes ces questions sont résolues aussi par les archéologues. La LB Cup faisait son retour ce week-end au stade Louis-Achille pour sa 2e édition. Les meilleurs joueurs U13 et U14 de Martinique, sélectionnés tout au long de la saison, étaient réunis sous les yeux des recruteurs. Au terme d'une journée de compétition, c'est la Black Team qui s'est imposée. Les futurs lauréats, eux, seront dévoilés prochainement. Ça s'est très bien passé l'année dernière, donc on a décidé de réitérer les choses. Et là, ça a l'air de plutôt bien se passer aussi, donc pourquoi pas en faire une autre l'année prochaine. Après, c'est aux jeunes d'être bons aujourd'hui et de se démarquer des autres. Et après, oui, comme il y a eu l'année dernière, il y aura des suivis sur les joueurs qui ont été retenus pour aller faire des tests en France. Il y a de la qualité, c'est pour ça que je décide de faire un tournoi ici en Martinique, pour montrer et ouvrir des portes aux jeunes, parce qu'il y a de la qualité, mais c'est pas visible pour beaucoup de monde. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au centre commercial Génipa à Ducos de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 10h30 à 17h.